Donc bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de Kéfir Ensemble. On va attendre une ou deux petites minutes encore pour les derniers participants qui continuent d'arriver. Est-ce que vous nous entendez au niveau du son, ceux qui sont là? Parfait. Oui, il est rare, donc tout va bien. Bon, du coup, on va commencer. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Christophe Lavelle. Donc, pour ceux qui le connaissent pas, Christophe est chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, c'est un collaborateur du projet Kéfir Ensemble. Biophysicien de formation, Christophe s'est intéressé à la gastronomie moléculaire et plus généralement à tout ce qui touche à l'alimentation. On peut dire que maintenant, c'est un spécialiste de tout ce qui est alimentation solide et liquide. Il enseigne donc dans de nombreuses universités et écoles et donne régulièrement donc des conférences auprès du grand public et aussi des professionnels. Et donc ce soir, il va nous parler de fermentation solide, fermentation liquide, pourquoi cet engouement pour les microbes dans nos assiettes et nos verres. Et donc comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions au niveau du chat et on y répondra, donc Christophe y répondra donc à la fin de sa présentation. Donc je te laisse la parole. Oui, merci pour l'introduction. J'essaierai effectivement, dans la mesure du possible, de répondre aux questions. En attendant, je suis, comme tu l'as dit, spécialiste, mais en fait, du coup, généraliste finalement de l'alimentation, donc non spécialiste ou plutôt spécialiste de la généralisation. C'est-à-dire que voilà, je m'intéresse effectivement à tout ce qui se mange et qui se boit. Et je pense que la fermentation est un très bon axe pour faire le lien entre justement entre solide et liquide. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je vais tout de suite partager mon écran avec mes quelques images. Il y a 16 diapos exactement. Et l'idée dans ce que je vais vous présenter, c'est en fait, il va y avoir pas mal de croisements de données et d'idées. Souvent un certain nombre de trilogies, comme vous allez voir, puisque ce que j'aime bien, c'est faire le lien entre les différentes disciplines scientifiques. En l'occurrence, bon, vous voyez en bas, j'ai mis les logos. On est un laboratoire CNRS, Muséum et INSERM, et Sorbonne Université. Donc déjà, rien que dans ce vivier, quand on va piocher dans les différentes spécialités des uns et des autres, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alimentation. Pour information, on a fondé, maintenant c'est officiel depuis 15 jours, une initiative alimentation qui est une espèce de think tank Sorbonne Université, euh, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire travailler ensemble tous les chercheurs Sorbonne Université, donc c'est-à-dire ex-Paris 4, Paris 6, Muséum, et puis INSAD et d'autres établissements qui font partie du groupement Sorbonne, dans lesquels on va trouver des géographes, des historiens, des médecins, beaucoup, des anthropologues, des chimistes, des physiciens, bref, un peu toutes sortes de disciplines, des sociologues aussi, et qu'on va essayer de faire travailler ensemble sur différents sujets. Et il se trouve que, comme je le rappellerai un peu plus tard, cette manière de travailler, de croiser les disciplines, d'essayer de faire fonctionner ensemble des labos qui n'ont pas d'opportunité de se croiser, sauf dans le cadre particulier justement
création de réseaux, d'interactions, de séminaires ou autres. C'est vraiment important d'avoir ces croisements de disciplines et c'est d'ailleurs comme ça, historiquement, qu'est née notre envie au laboratoire de travailler sur le kéfir, comme je vais, le rappeler un peu plus tard. J'ai rajouté aussi un logo qui suit de l'INSPE puisqu'effectivement j'enseigne beaucoup, et surtout à l'INSPE, c'est-à-dire que je forme les profs, en fait, et pas n'importe lesquels, je forme, quasiment exclusivement les profs de cuisine, puisque à l'échelle nationale, hein, j'interviens dans les masters où on forme ces professeurs et la fermentation fait partie comment dire? Des sujets, qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on n'enseignait pas il y a 10 ans, donc ça évolue, assez rapidement, ce domaine-là. Et puis, j'interviens souvent auprès des chefs, différents chefs de cuisine, avec différentes associations. Là, j'ai mis les disciples d'Escoffier, c'en est une parmi d'autres, où, à chaque fois, on essaye un peu de comprendre ce qui se passe quand on cuisine et aussi, évidemment, quand on mange et quand on boit, puisque ça va, une fois de plus, avec, comme je le répéterai souvent. Hem, sur ces enjeux de fermentation et justement et de gastronomie, j'aime bien toujours repartir des fondamentaux, à savoir finalement rappeler ce qu'est la gastronomie au sens historique du terme, parce que ça concerne vraiment, ce qui va nous intéresser dans la suite du propos, à savoir c'est de la connaissance. C'est-à-dire gastronomie, le mot a un peu dévié aujourd'hui, on a un peu tendance à parler de restaurant gastronomique au sens, c'est un restaurant où on va payer cher, mais a priori on va bien manger aussi. Sauf qu'au départ, c'était pas du tout ça l'idée. L'idée de la gastronomie, ça vient du grec, hein, gastronomia, donc grosso modo la loi du ventre. Et c'était vraiment c'est une discipline en fait scientifique, complètement interdisciplinaire, qui s'intéresse à tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, hein, l'homme en tant qu'espèce humaine évidemment, l'homme et la femme. Et Brillat-Savarin, dès le départ, avait justement rappelé le côté très interdisciplinaire en disant que cette connaissance, elle a besoin de l'histoire naturelle. Donc on est au Muséum national d'histoire naturelle, donc c'est pas rien. En fait, l'histoire naturelle, c'est le mot qu'on utilisait avant pour qualifier en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie, à peu de choses près, enfin biologie et géologie. Et donc l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances, hein, parce qu'on fait toujours des classifications, hein, on a quelques champions des classifications au muséum, ce qu'on appelle aussi parfois la phylogénétique. Et on a de la physique, bien sûr, parce qu'on va examiner la composition et les qualités des aliments. On a de la chimie, parce qu'on va aussi analyser et décomposer éventuellement ces aliments. Et puis on a de la cuisine, qu'il ne faut pas oublier, hein, Brillat-Savarin n'a pas oublié, une forme d'extension technique, on va dire, de la connaissance. Et il dit même que c'est de l'art, en fait. C'est pas seulement de la technique, hein, c'est l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Et si on regarde ça, il y a vraiment de tout là-dedans, c'est que cette idée qu'on a besoin de faire travailler ensemble. Alors lui, il mentionne les sciences dures, hein, physique, chimie, biologie, c'est un peu la trilogie des sciences dures. Et puis le parti artistique qui va nous aider à transformer. Alors pourquoi est-ce qu'on transforme les aliments? Eh bien, il insiste sur deux mots qui sont très importants et qui vont nous occuper, à savoir la conservation, non pas de la boisson, mais conservation des hommes, et le goût. Alors conservation des hommes, c'est-à-dire les enjeux de santé de notre alimentation. C'est-à-dire que, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut manger pour non seulement vivre vieux, mais si possible, vivre vieux en bonne santé. Et ça, on verra que quand on parle du kéfir, bah, ce sujet de la santé revient très fréquemment. Et le goût, qu'il faut bien sûr pas négliger, Brillat-Savarin, dans les 300 pages de sa physiologie du goût, publié juste avant sa mort en 1825, donc on va l'année prochaine fêter les 200 ans de la parution de cet ouvrage absolument majeur dans l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie. Et il insiste énormément sur le goût, sur le plaisir en fait de manger et de boire. Et ça, c'est assez aussi fondamental dans tout ce qu'on peut essayer de comprendre autour de nos aliments. Brillat Savarin, si vous pouvez aller lui rendre visite, puisqu'il est enterré, enfin pour les Parisiens et ceux qui seront de passage à Paris, vous pouvez lui rendre visite au Père-Lachaise, puisqu'il est enterré donc au cimetière du Père-Lachaise. Évidemment, il n'avait pas cité toutes les disciplines. Après, dans sa définition, il continue, il parle de l'agronomie, enfin, il parle voilà, des sciences économiques, donc il a aussi les sciences humaines qui interviennent. Et il faudrait, on va dire, si aujourd'hui on réécrivait, on complétait, on mettait à jour, si Brillat-Savarin pouvait mettre à jour son livre, forcément il mentionnerait la microbiologie. Parce que depuis Pasteur, entre autres, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important, une discipline extrêmement importante pour comprendre nos aliments, pour deux enjeux principaux. D'une part, la culture des flores d'intérêt dans la conception des aliments, ça c'est moi qui le formule comme ça, donc, grosso modo ce qu'on appelle la fermentation. Et puis aussi la compréhension, la prévention et la gestion des risques sanitaires, ce qu'on appelle l'hygiène. Donc quand on s'intéresse à la microbiologie en alimentation, on s'intéresse vraiment à ces deux enjeux, à savoir d'un côté
l'hygiène, il faut que ça soit propre, qu'on contrôle, qu'il n'y ait pas de pathogènes, etc. Puis d'autre côté, bah, comment est-ce qu'on va créer des aliments fermentés pour développer des goûts intéressants. Et bien sûr, les deux domaines de la microbiologie alimentaire se percutent régulièrement parce que bah, dès qu'on va mettre en œuvre des fermentations, des fois, ça va être justement pour lutter contre d'éventuels risques pathogènes. Et une fermentation mal maîtrisée peut poser des problèmes d'hygiène. Donc tout ça, c'est bien sûr des sujets qui sont totalement liés. Je vous ai parlé d'espèces de trilogie. Alors évidemment, quand on s'intéresse à l'alimentation, il y a une première trilogie dont Marie-Claire Frédéric avait déjà parlé lors de son séminaire. C'est finalement celle qui nous a été léguée par Claude Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue, sur le cru, le cuit, le pourri. Alors le cru, le cuit, le pourri, c'est vraiment quelque chose qui va nous emmener à cette frontière entre chimie et alchimie. Et puis on peut raffiner hein, avec effectivement, quand on parle du cuit, on peut parler du grillé, du frit, du bouilli. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de détails parce qu'on va juste rester on va éviter les trop grandes digressions, on va rester dans le cœur du sujet, qu'à savoir où se positionne la fermentation dans tout ça. Donc on a notre triangle, cru, cuit, pourri, et finalement, il faut être concret un peu, bah, c'est pas compliqué. Si je prends un exemple végétal, c'est très simple, je prends une pomme. Alors idéalement, si je veux être dans un esprit historique de la cuisine, je pourrais prendre une pomme sauvage, ou alors les pommes d'aujourd'hui, hein, issues de 10 000 ans de sélection d'horticulture. Bref, c'est une pomme, elle est crue, je la consomme directement, donc ça c'est juste de l'alimentation, il n'y a pas de cuisine. Et à partir du moment où je décide de la transformer, il y a de la cuisine. Et cette cuisine, eh bien, elle a deux options, effectivement. Alors, vous allez me dire, je pourrais juste découper la pomme, c'est déjà une transformation du cru, donc oui, effectivement, je peux déjà faire ça, ou l'écraser, ou la centrifuger pour faire du jus, bon, ça reste cru, et c'est déjà une transformation mécanique. Et au-delà de ça, il y a deux grandes transformations qui sont d'origine physique et chimique, et puis qui font intervenir la biologie aussi, comme on l'a vu. C'est le cuit et le pourri. Alors le cuit, bah, c'est pas compliqué, je mets ma pomme dans mon four, ou voilà, emballée dans une croûte d'argile et dans du feu, et puis voilà, et ça me fait une pomme cuite. Et puis je peux aussi laisser la pomme pourrir. Et c'est comme ça que nos ancêtres ont commencé, comme l'avait aussi, il me semble, rappelé Marie-Claire, à consommer des aliments en fait fermentés, donc potentiellement riches en alcool, puisque un fruit, quand il pourrit, comme on va le revoir, a priori se fait coloniser par un certain nombre d'espèces, dont des levures, qui vont potentiellement fabriquer de l'alcool. Ce qui est un avantage évolutif, parce que être capable de consommer de l'alcool, ça veut dire être capable d'utiliser une nouvelle source de calories, parce que l'alcool c'est 7 kilocalories par gramme, donc plus que les protéines ou les glucides, et un peu moins que les lipides qui sont à 9 kilocalories. Pour les protéines et les glucides, on est à 4 kilocalories par gramme. Donc on est vraiment entre les deux, donc on a un aliment qui fournit de l'énergie, ça c'est sûr, donc c'est un intérêt non négligeable. Et donc ça, c'est sur le végétal. Mais après, cette dichotomie, elle existe sur aussi toute matière animale. C'est-à-dire que, je prends les deux exemples, que ce soit un poisson ou de la viande. Bon, je prends ici, c'est un brochet puis du bœuf. Voilà, ben, je peux faire un tartare de bœuf ou un ceviche ou un carpaccio de brochet. Donc ça, je suis sur le cru. C'est-à-dire que je mange l'aliment. Alors, quand même transformé par le cuisinier, hein. Mine de rien, le brochet, il faut lever le filet, il faut découper finement les tranches si je veux faire un carpaccio. Je vais mettre un peu de filet de citron pour ce qu'on appelle faire une coction, c'est-à-dire que c'est pas une cuisson parce qu'il n'y a pas de chaleur, mais c'est une coction, c'est une transformation par l'acide. Mais ça restera un aliment cru. Et puis je peux le cuire. Mon brochet, je peux faire des quenelles hein, de brochet, comme version à la lyonnaise, là, avec des écrevisses, ou cuire un filet de brochet, le griller, faire ce que je veux. Pour ma pièce de bœuf, là, bah, voilà, je fais une pièce de bœuf grillée, ou bouillie, ou rôtie, ou, bref, comme on veut. Et puis le pourri, vous allez me dire, bah, pour l'animal, on n'aime pas trop le faire. Bah si, on le fait. Par exemple, tout ce qui est charcuterie, c'est de la viande pourrie, mais en fait, bien entendu, c'est un pourri contrôlé, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fermentation finalement. Ou si je vous montre une photo, c'est un jambon de bœuf, parce que je suis resté dans le bœuf, bon, bah, c'est transformé, comme on ferait un jambon de porc, mais c'est sur un bœuf marbré, un peu façon bœuf de Kobe. Et puis c'est une salaison qui va sélectionner des bactéries allo-résistantes, hein, donc c'est-à-dire qu'elles sont capables de survivre en milieu très salé. Beaucoup de bactéries lactiques sont capables de faire ça. Et puis ça va transformer ma viande. Et pour le poisson, ben, ça existe aussi. Là, je vous montre un exemple. C'est une bouteille de garum. Donc, c'est ce qu'on appelle nyokmam hein, en Asie. À savoir, donc le garum, c'est le mot de l'Antiquité, mais c'est une sauce de poisson pourri. C'est du poisson dans lequel on ajoute du sel et puis on laisse
quelques mois, il y a un jus qui va sortir, et après on récupère ce jus, et ça fait un assaisonnement. Donc voilà, typiquement, comment les aliments, qu'il s'agisse de poissons, de viande ou de végétaux, peuvent être consommés, soit crus, ou soit cuits et fermentés, on va dire, hein, pour éviter de continuer d'utiliser le mot pourri, qui est quand même connoté fermentation, qui a mal tourné. Mais on est dans cette idée d'une transformation naturelle, comme le disait Lévi-Strauss. C'est-à-dire que le pourri, donc le fermenté, il est spontané. Le cuit, bah, c'est l'action de l'homme, hein, sauf quand il y a un feu de forêt et qu'il y a des bêtes qui vont se retrouver calcinées, et des végétaux. Mais sinon, c'est l'action de l'humain qui a maîtrisé le feu et donc la cuisson. Ceci étant, quand on réfléchit aujourd'hui, finalement, la fermentation aussi n'a plus rien de naturel. Et une fermentation spontanée, souvent, ça fait du gaspillage alimentaire. Et pour avoir un aliment consommable, on va avoir recours à des techniques qui vont permettre d'orienter, d'aiguiller la manière de pourrir, donc de faire vraiment ce qu'on appelle une fermentation. Et ça nous amène dans une nouvelle trilogie, mais qui nous rappelle celle de Brillat-Savarin, à savoir l'axe physique, chimie, biologie. Puisque, comme on l'a vu, la cuisine, c'est de la transformation. Alors évidemment, quand on fait une transformation chimique, on pense tout de suite à la cuisson, ce que j'ai mis là. Bah, quand je fais des frites, il y a des réactions de Maillard qui génèrent la couleur, le changement de texture de l'amidon, etc. Quand je fais cuire des œufs, je fais de la coagulation de protéines, dans le blanc comme dans le jaune. Je peux aussi mettre mes œufs dans un bain basique, donc avec de la chaux, et puis les laisser pendant plusieurs semaines, et puis je vais voir que ça va transformer aussi mes protéines, dans le jaune comme dans le blanc, avec une texture très différente. Je peux bien sûr faire des transformations purement physiques, sans cuisson, sans fermentation, sans rien. Juste quand je fais une mayonnaise, une mousse au chocolat, c'est que des mélanges, émulsion, foisonnement, c'est des choses que maîtrisent très bien les cuisiniers. Il n'y a pas de cuisson dans ces recettes-là. La mousse au chocolat, on fait juste fondre le chocolat pour le faire passer de l'état solide à liquide pour pouvoir l'incorporer au blanc en neige. Mais après, on va refaire figer tout ça au frigo et puis on a une mousse au chocolat. Et évidemment, au milieu, bah, ce que je surligne, hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement ce qui relève d'une transformation biologique. À savoir, ce sont des micro-organismes sur lesquels on va revenir, qui transforment, alors que ce soit pour le fromage, ou des choses, bah, la pomme, hein, comme je vous ai dit, la pomme pourrie, elle va être transformée spontanément. Mais là, ce que je vous montre, c'est une pomme qui est savamment transformée, puisque c'est servi dans un restaurant étoilé, même 2 étoiles au guide Michelin, à San Sebastián, au Pays Basque espagnol, un restaurant qui s'appelle Mugaritz, et qui a développé un dessert qui est une pomme pourrie. C'est-à-dire que sur la carte, hein, c'est marqué Rotten Apple. Voilà, c'est la carte en espagnol, je sais plus quelle était la dénomination. Et, euh, et c'est le dessert, c'est une pomme pourrie. Mais évidemment, c'est pas une pomme pourrie, c'est pas juste une pomme que le chef va ramasser, tomber par terre en bas de ses pommiers. Ce sont des petites pommes un peu acidulées qui servent pour faire du cidre, hein, comme beaucoup, il y a beaucoup de production de cidre au Pays Basque, côté France comme côté Espagne. Et cette pomme, elle est bien sûr ensemencée, trempée dans une solution bien particulière, en l'occurrence de Botrytis cinerea, qu'on appelle la fameuse pourriture noble, ou pourriture grise quand les choses tournent mal, et pourriture noble quand les conditions de température et d'hygrométrie font que ça a une bonne action sur le raisin, puisque c'est ce champignon qu'on va trouver dans certaines vignes, souvent en vinification qu'on appelle vendange tardive, c'est-à-dire qu'on va aller dans certains terroirs, laisser le raisin sur pied, raisin blanc, la plupart du temps, et si les conditions sont bonnes, c'est ce qu'on va avoir dans certains coteaux en Loire ou en Alsace ou dans la vallée du Rhin ou en Hongrie, avec le fameux Tokay de Hongrie, ou parfois dans certaines régions du Sauternes, on va laisser le raisin sur pied et ce champignon, Botrytis cinerea, va s'installer, va le transformer le raisin. Et après, on va récolter les raisins pourris, on va presser le jus, on va laisser la fermentation se poursuivre, et on va récupérer des vins liquoreux, avec une très belle complexité aromatique, qui se vendent souvent très cher. Et donc l'idée du chef, c'est de dire, mais finalement, ce que la nature, une fois de plus, aidée par la main du vigneron ici ou du chef, est capable de faire, eh ben, sur du raisin, elle pourrait le faire sur une pomme. Et donc, il fait des cultures de ce champignon, et puis il trempe ses pommes dedans, et il laisse, dans les bonnes conditions de température et d'hygrométrie, le champignon se développer, et développer en fait dans la pomme toute la complexité aromatique qu'on va retrouver dans les vins qu'il va servir en même temps, avec des tokais de Hongrie, un Vouvray sur la Loire, là, et puis un vin de la vallée du Rhin et un Sauterne. Voilà. Et donc on a une espèce de jeu entre le solide et le liquide, la boisson, donc la pomme qui sert de dessert, et puis les boissons qui sont servies avec, et tout cet ensemble qui est transformé grâce à l'action majoritaire d'un micro-organisme, donc le fameux Botrytis cinerea.
Donc voilà, déjà, on voit ce sujet, hein, qui nous intéresse tous autour de cette communauté de kéfir, c'est que finalement, de comprendre l'interaction des micro-organismes sur ce qu'on mange et comment c'est mis en œuvre. Et en fait, si on veut de nouveau repartir sur une espèce de trilogie, c'est de se dire, c'est quoi les microbes qui nous intéressent? Eh bien, ils sont dans trois grandes familles. On a des bactéries, des levures et des champignons. Alors, sachant que la levure est un champignon, hein, unicellulaire, un ascomycète. Mais là, il y a un autre ascomycète qui est présenté, c'est Aspergillus oryzae. Et si je veux mettre un peu les trois familles, ben, elles sont là finalement. Toutes sont capables de métaboliser des sucres réducteurs, du glucose en pyruvate. Et puis après, donc, on a des levures, principalement Saccharomyces, mais il y en a d'autres évidemment, qui font tout ce qu'on connaît, à savoir la bière, le vin, le pain. Tout ça, c'est voilà, c'est des levures qui vont agir sur beaucoup de substrats. Et puis on a des lactobacilles, entre autres, hein, qui permettent de faire du fromage et d'autres fermentations laitières, hein, ou de la charcuterie pour beaucoup de lactocoques aussi, et beaucoup de bactéries lactiques. Et puis ces fameux aspergillus, ou des pénicillium, hein, c'est les mêmes familles, c'est-à-dire que c'est des ascomycètes, donc des champignons qui vont transformer. Donc pour Aspergillus oryzae, c'est plutôt en Asie, donc ça va faire la sauce soja, le saké, on va le retrouver dans le koji au sens large, qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis Pénicillium, bah, ça va être, on le connaît pour le roquefort, mais aussi pour le camembert et tout ça. Donc on a toute une famille d'espèces microbiennes, microscopiques, hein, donc on ne voit pas à l'œil nu. Donc on a mis beaucoup de temps à se rendre compte de leur présence. Encore une fois, Pasteur a quand même bien aidé. Mais elles nous entourent et elles permettent de faire tout ça. Et quand je dis tout ça, ben, ce sont des fermentations en fait. La fermentation, c'est effectivement un phénomène métabolique hein, qui permet de générer de l'énergie, un peu comme la respiration, mais justement, éventuellement et souvent sans oxygène. Mais surtout, ça va générer, bah, dans ces équations très simplifiées, on voit qu'on part du sucre ou d'acide malique ou d'alcool pour la fermentation acétique, et puis on va transformer bah, éventuellement en fabriquant autre chose. Alors, pour la fermentation, une des plus classiques, fermentation alcoolique, on fabrique de l'alcool et du CO2, plus un dégagement d'énergie, hein, d'où la nécessité, notamment pour les vignerons, de réfrigérer les cuves, sinon ça monte trop vite en température. Pour la fermentation lactique, bah, c'est aussi le sucre, souvent du lactose, hein, qui est transformé en acide lactique, plus de nouveau de l'énergie. C'est le but du jeu, hein. La fermentation, c'est de fabriquer de l'énergie. Puis il se trouve qu'en fabriquant de l'énergie, ça fabrique d'autres choses. Fermentation malolactique, que les vignerons connaissent bien, avec souvent Enococcus oeni, qui est une bactérie qu'on va aussi retrouver dans les kéfirs d'ailleurs des fois. Donc souvent c'est l'acide malique donc qui est transformé en acide lactique et en CO2, ce qui permet de faire pétiller. Et puis là aussi, et puis fermentation acétique, bon ben, là c'est l'alcool qui en présence d'oxygène est transformé en acide acétique, ce qu'on va retrouver dans le vinaigre, bien sûr, dans certains vins qui tournent mal, et bien sûr dans le kombucha, qui est une sorte de cousin du kéfir que l'on connaît bien. Et puis aussi, dans pas mal de kéfirs, on a, quand on fouille les microbes, on trouve des bactéries acétiques, qui sont pas majoritaires, hein, mais qui sont présents et qui participent à la complexité aromatique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce ne sont pas vraiment les équations que je vous ai mis, c'est vraiment le schéma très simplifié des principales transformations, mais il faudrait rajouter une liste de centaines de composés à chaque fois qui sont générés par le métabolisme de ces levures et de ces bactéries qui vont fabriquer tout un tas de molécules qui vont participer eh bien, à la conduite de la fermentation, à sa complexité aromatique, etc. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, souvent, quand on pense aux aliments fermentés, on a un schéma qu'on peut assez bien résumer en disant bon, que ce soit des levures ou des bactéries, bah, finalement, d'un côté, on a du glucose qui rentre, puis de l'autre côté, on a de l'alcool ou autre chose, un acide lactique qui sort, et puis du CO2, et puis de l'énergie. Et finalement, bah, ce qui est assez fascinant, c'est que il existe évidemment des centaines de milliers d'espèces différentes, que ce soit des levures ou des bactéries, et donc chacune va potentiellement permettre de faire des choses différentes. Et là, c'est dans cette revue d'écologie justement microbienne, dont vous pouvez trouver le texte sur Internet, hein, si vous avez la référence, eh bien c'est une espèce de liste, on va dire, des principaux aliments qu'on connaît, hein. Vous avez la bière, le pain, le beurre, le fromage, le chocolat, le café, le kéfir, le kimchi, qui sont bien présents, effectivement. Voilà, et puis, etc., le miso, les olives, les pickles, la choucroute, la saucisse, le sauce soja, le tempeh, le vinaigre, le vin et les yaourts. On pourrait en rajouter, mais en tout cas, ce sont des aliments avec lesquels on est familier. Ce qui est intéressant, c'est que ben, chacun est dû
bien sûr un substrat différent, un substrat laitier ou du fruit ou du cacao, etc. Mais aussi, et avant tout, à des micro-organismes qui justement vont se plaire sur ce substrat en question, vont se développer en fonction des conditions qu'on leur donne et en fonction du savoir-faire de l'artisan qui va être derrière tous ces produits et qui va permettre de faire un excellent chocolat ou un excellent kéfir, etc. Et ça, après, on peut se lancer dans des classifications. Et ce qui est important, justement, là, c'est une thèse qui avait été soutenue dans un diplôme qui s'appelle les hautes études du goût, où bah, justement l'auteur, hein, José Luis Caballero Gutiérrez, qui avait soutenu en 2016, il avait en fait beaucoup discuté avec des chefs de cuisine en disant, mais finalement, vous, aujourd'hui, dans votre cuisine, comment est-ce que vous positionnez la fermentation? Et quand on réfléchit à ça, en fait, il y a plein d'axes pour la fermentation en cuisine. Il y a bien sûr les axes solides, c'est-à-dire que je vais mettre en œuvre des lactofermentations sur des légumes, pourquoi pas comme ça se fait de plus en plus, des charcuteries de légumes. Alors je mets des guillemets parce que d'un point de vue légal, c'est pas des charcuteries, mais si on trempe des carottes, comme la semaine dernière, j'ai mangé dans le 5e à la table de Colette, un chef qui s'appelle Jocelyn Marie, bon, mais il sert comme c'est très végétal, ce qu'il fait à la carte, c'est pas un restaurant végétarien, mais comme il travaille sur son empreinte carbone, et que l'empreinte carbone est marquée sur les menus, du coup, il y a très peu de matière animale, très peu de poisson, très peu de viande. Il y en a un petit peu pour assaisonner, en fait. Et pour compenser, entre guillemets, il fait notamment des carottes trempées dans du koji, qui laisse dessécher, et puis ça fait vraiment un goût de charcuterie. On a l'impression de manger une tranche de saucisson, et c'est une carotte. Donc, et ça, on voit bien qu'il y a beaucoup d'expérimentation, les chefs autour de ça, que ça soit autour des solides, comme aussi autour des liquides, parce qu'il y a aussi tout un travail qui est fait par ce qu'on appelle, alors il y a un mot un peu, ça fait un peu snob, hein, mais on parle aujourd'hui de sobriété, c'est-à-dire des sommeliers en sobriété, autrement dit, ils font des boissons fermentées, très peu alcoolisées, et sobrelier, pardon. Et donc, ça permet aussi de jouer sur des accords éventuellement entre le plat et la boisson, et on va construire alors des infusions, bien sûr, on continue à faire des choses non fermentées, on n'est pas complètement obnubilé par la fermentation, mais au-delà justement des macérations, des infusions, eh ben, il y a beaucoup de chefs qui expérimentent avec les fermentations, que ce soit sur des bases type kéfir et kombucha, ou sur des choses voilà, plus encore plus originales. Donc tout ça, ça nous amène à finalement voir comment se positionne aujourd'hui la fermentation en cuisine. Alors, il y a eu bien sûr, la cuisine, en perpétuelle évolution, c'est des modes, c'est des courants. Et quand on parle de nouvelle cuisine, alors ce mot, il évoque les années 70, avec notamment Goemio, 1973, très précisément, ils avaient publié les principes de la nouvelle cuisine, avec un certain nombre de principes qui consistaient en fait à l'époque à considérer qu'il fallait, comme il disait, respecter l'ingrédient, c'est-à-dire être au plus près de l'ingrédient. Donc il disait qu'il fallait pas trop cuire, utiliser des produits frais bien sûr, parce qu'on ne veut pas les dénaturer, donc il faut que ce soit frais, sinon on va se rendre compte de leurs défauts. Voilà, pas être systématiquement moderniste, etc. Blablabla. Et voilà, on a ce sixième commandement, hein, tu éviteras marinade, faisandage, fermentation. Autrement dit, ils encourageaient les chefs à ne pas utiliser des techniques qui prenaient beaucoup de temps et qui avaient tendance à dénaturer l'ingrédient de départ. Parce que c'est sûr qu'une marinade, qu'un faisandage ou qu'une fermentation, ça change totalement le goût de l'aliment. Et donc, on était dans une époque où la mode voulait plutôt être sur une cuisine de l'instantanéité et où on puisse reconnaître le produit pour ce qu'il est et pas transformé par des protocoles et par des procédés qu'on maîtrise pas très bien. Et puis évidemment, comme tout ça a des effets de mode, eh ben, il n'y a pas très longtemps, et c'est sorti un livre Terroir, hein, signé par Yannick Aleno, mais co-signé par Marie-Claire Frédéric, une fois de plus, dans lequel ce chef, qui est un des premiers à avoir remis la fermentation au goût du jour, pour le coup, avec ses principes à lui, ses commandements de la cuisine moderne. Et puis vous voyez, dans ses commandements, au contraire, il prend le contre-pied de Gomillot, il dit, mais tu fermenteras, tu faisandras, tu marineras quand cela s'imposera. Alors, reste à savoir quand ça s'impose, mais en tout cas, c'est un chef qui a énormément travaillé sur les sauces, y compris en jouant sur les fermentations et en faisant des tas d'expériences pour générer des goûts différents, avec des végétaux beaucoup, et qu'il mettait dans différentes conditions, en ensemençant avec différents ferments, et pour essayer d'élargir la palette de saveurs qu'il proposait à ses clients à travers donc la fermentation. Et ça nous amène gentiment vers, là je remets des guillemets, à ce qu'on a envie souvent d'appeler la haute cuisine. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Éventuellement, c'est ce qu'on appellerait les restaurants gastronomiques, comme je vous disais en introduction.
où on voit de plus en plus de chefs qui, justement, jouent avec ça, jouent avec les ferments. Si on va chez Flaveur à Nice, chez les frères Tourteau, on peut avoir un dessert dans lequel le serveur va venir verser un sirop. Et qu'est-ce que c'est? C'est un sirop de kéfir. C'est du kéfir sucré, un petit peu réduit, et qui va venir apporter une touche fermentaire à un dessert. Bon. Moi-même, j'avais apporté ma souche de kéfir à l'époque, enfin une souche de kéfir, qui était peut-être celle de Marie-Claire d'ailleurs, il faudrait que je me souvienne, mais c'était il y a une dizaine d'années, et au Plaza Athénée, et puis la chef pâtissière de l'époque, Jessica Préalpato, elle avait dit tiens, c'est intéressant, puis elle avait joué, hein, comme beaucoup de pâtissiers, avec cette souche pour faire des granités, pour faire des sorbets, hein. C'est intéressant de faire des sorbets de kéfir. Alors, il faut sucrer un peu plus le kéfir pour que ça soit vraiment... parce que, enfin, si on le sucre normalement, on peut faire un granité. Par contre, si on veut vraiment une texture sorbet, il faut qu'il y ait un peu plus de sucre, hein, au niveau de la matière. Donc, il faut sucrer beaucoup plus le kéfir si on décide de le terminer en sorbet. Mais ça peut faire des choses très intéressantes. Un autre chef, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, avec sa pomme pourrie, c'est Louis, hein, c'est Andoni Leuzadoris, dans le fameux restaurant Mougaritz. Donc voilà une version de la pomme pourrie, effectivement, qu'on reconnaît là, avec son petit duvet un peu verdâtre et blanchâtre, qui a priori donne pas forcément envie, mais la nourriture, c'est avant tout culturel, hein. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on mange pas de criquet alors qu'on mange des crevettes? Dans tous les cas, c'est à peu près aussi moche, dans les critères un peu qui peuvent faire peur. Et bon, on a l'habitude de manger des crevettes, donc ça nous choque pas, mais les criquets, nous, on n'a pas trop l'habitude, alors qu'il y a 2 milliards de personnes qui ont gardé cette habitude. Bon, là, c'est pareil, on a un truc tout pourri devant le nez, on n'a pas envie, mais si le chef nous dit, mais si, il n'y a pas de danger, et c'est bon, on va essayer, puis on va le manger. Après, tout le camembert, ça peut faire peur aussi, c'est pareil, une espèce de couche dufteuse à la surface. Bon, il faut être un peu courageux pour manger son premier camembert, et puis après, on se rend compte que tout va bien. Et pareil, c'est un chef qui aime bien expérimenter. Ici, c'est un caillé laitier, donc une fermentation de lait de brebis, qu'il sert avec un morceau de mer de kombucha. C'est-à-dire que c'est une mer de kombucha, et là, il sert directement le biofilm, hein, qu'il a laissé mariner dans un coulis, un coulis de fruits rouges. Le kombucha, il capture un peu les arômes et la couleur. Et puis, donc on a vraiment on mange, c'est une texture un gel un peu costaud là qu'on va manger, et ça fait un petit shoot de probiotiques, hein, quand même. Et donc voilà typiquement le genre d'expérience. Alors, c'est pas que bien sûr, c'est dans des restaurants un peu chics, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans des concours internationaux, et quand je dis des concours, je devrais dire le plus grand concours de cuisine, le Bocuse d'Or, qui a lieu tous les 2 ans au CIRA, le dernier Français qui avait remporté, David Tissot, en 2021, eh bien, quand on regarde l'intitulé d'un des plats qui l'a fait gagner, on reconnaît au moins 2 aliments, enfin 2 fermentations, hein. Il fait un kombucha d'eau de tomate, givrée, après pour faire en granité, et puis des tomates fermentées. Donc, c'est-à-dire que la fermentation est rentrée dans le vocabulaire des chefs de cuisine, que ce soit à travers les éléments solides, ici c'est tomates fermentées, ou les éléments liquides, ici son kombucha fait à partir d'eau de tomate, c'est-à-dire une eau de tomate, enfin une tomate on va filtrer, enfin saler en général, sucrer, récupérer l'eau de végétation et ensemencer avec une mer de kombucha, mais on pourrait ensemencer avec des grains de kéfir, on aurait un kéfir de tomate. Ça marche de la même manière. Alors pourquoi cet engouement? Pourquoi tout à coup on a l'impression, quand on regarde les journaux, que ce soit les journaux grand public ou professionnels, on a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde parle de fermentation, tous les chefs veulent apprendre à fermenter, toutes les écoles de cuisine, l'Académie Alain Ducasse, le Cordon Bleu, Ferrandi, La Source, toutes ces écoles ont un intervenant, alors des fois c'est moi, mais il y en a d'autres, pour expliquer et mettre en œuvre des fermentations auprès des chefs. Donc, et ça, il y a plusieurs raisons, bien sûr, on va pas faire un grand cours d'anthropologie, mais l'idée de se dire qu'il y a 2 choses, de mon point de vue principal là-dedans. C'est que, déjà, la fermentation, c'est quand même un excellent moyen de conservation. C'est sans doute pour ça que ça a été utilisé historiquement, et je devrais dire préhistoriquement même. À savoir, c'est une transformation qui va justement permettre de conserver des aliments, que ce soit de la viande ou des légumes, beaucoup plus longtemps. C'est déjà un avantage énorme. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, hein, rappelez-vous Brillat-Savarin, enfin, il parlait de la conservation des hommes, donc la bonne santé, mais mine de rien, pour être en bonne santé, il faut aussi pouvoir manger à sa faim et pouvoir manger autant qu'on en a besoin. Donc la fermentation peut aider à la conservation de l'aliment et du mangeur, mais aussi ça va, de nouveau, comme le rappelait Brillat-Savarin, participer au goût. Le goût, c'est très important. Or,
sans faire, pareil, un grand cours de physiologie, du goût, il y a 5 enfin, jusqu'à présent, on considère qu'il y a sans doute 5 saveurs fondamentales: le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Et l'umami, c'est une des dernières qui est encore un peu controversée, parce qu'on ne sait pas trop comment la qualifier. Intuitivement, Bria Savarin, une fois de plus, lui-même, c'est le premier à en avoir parlé. Dans son ouvrage, il parle d'osmasome, donc c'est un mot qu'il utilise pour dire il y a quelque chose de savoureux dans ce jus de viande, dans ces champignons. Et lui, voilà, il invente un mot qu'il appelle osmasome. Et aujourd'hui, on sait que quand on lit ce qu'il a écrit, on sait qu'en fait, c'était de l'umami, ce qu'on appelle aujourd'hui l'umami, qui veut dire savoureux en japonais, qui serait la saveur des acides aminés et de certains acides nucléiques. Et ça serait une saveur officielle parce que ont été identifiés des récepteurs, donc des protéines membranaires dans nos papilles qui sont capables de déclencher un influx nerveux qui remonte à notre cerveau quand on a effectivement des acides aminés en bouche. Donc il y a des vraies saveurs et il se trouve que cette saveur umami, eh ben, on va la retrouver très souvent dans des aliments fermentés. Ce qui voudrait dire, d'une certaine manière, que finalement les aliments fermentés sont par nature, par essence, savoureux. Parce qu'en fait, bah, effectivement, dès qu'on va faire des fermentations, il va y avoir des protéases qui vont rentrer en jeu et qui vont dégrader les protéines et nous laisser des acides aminés qui vont donner de la saveur. Donc ça, on l'a sur les sauces, sur des préparations, des fermentations animales, végétales. Et quand on voyage un peu partout dans le monde où il y a des aliments fermentés, bah, souvent, il y a une corrélation entre cette fermentation, enfin le fait que l'aliment soit fermenté et le fait qu'il soit riche en umami, qu'il soit avec une vraie longueur en bouche et quelque chose d'assez puissant en général, d'un point de vue saveur, mais aussi aromatique, parce que ça va aussi dégager des odeurs qui sont d'une complexité assez incroyable. Et ça, bah, c'est vrai pour les aliments solides, hein. Je mets les sauces dans le solide, les sauces, ça reste de la cuisine. Mais c'est aussi vrai, on peut se poser la question, finalement, bah, l'umami, c'est quoi sa place dans le liquide? Alors, je vous dis tout de suite, pour le kéfir, il n'y a quand même pas beaucoup. Kéfir et kombucha. Alors, kombucha, il peut y en avoir si on met justement, si on rajoute des algues kombu, voilà, qui sont pas. Et dans les algues, il y a beaucoup de cette saveur un peu umami. Mais bon, dans le kéfir, a priori, pas spécialement, sauf si l'ingrédient lui-même apporte ce type de saveur, comme les tomates, justement, qui sont réputées riches en umami. Mais quand même, comme on a des levures, par exemple, il y a des vins qui sont riches en umami, et les vins qu'on va trouver riches en umami, souvent on les qualifie ils sont longs en bouche, souvent on utilise le mot minéral, mais ça n'a rien à voir en fait avec le minéral, c'est souvent de l'umami. Et ça notamment sur certains vins qui sont élevés sur lit, c'est-à-dire qu'on va laisser les levures mortes descendre au fond de la cuve, et puis on va laisser un peu le vin en présence de ces levures mortes, et donc en fait on va récupérer des acides aminés dans le vin, et on va avoir des vins qui vont être assez complexes aromatiquement, et qui en fait sont chargés en acides aminés aussi. Et donc on peut aussi se poser la question finalement, sur des fermentations un peu longues, que ce soit sur des kéfirs et des kombucha, est-ce qu'il n'y a pas cet effet umami un peu qui se met en place avec des levures mortes et des bactéries qui vont nous donner des acides aminés. Donc ça nous amène gentiment dans le kéfir, et je vais finir bien sûr sur le sujet, c'est quand même une fois de plus ça qui nous préoccupe dans ce projet de Kéfir Ensemble. Donc je voulais un peu vous emmener à travers, montrer qu'il n'y avait pas que le kéfir dans la vie, bien sûr, comme vous le savez, et montrer que la fermentation était un sujet extrêmement vaste aujourd'hui. Et donc le kéfir est une des boissons qui repose justement sur cette fermentation. Et comme je disais en introduction, mais en fait, on s'y est intéressé au labo depuis maintenant 7-8 ans déjà, ou parce que justement à l'époque, même une dizaine d'années, on avait commencé à discuter au sein de Sorbonne Université pour réfléchir à la manière de monter ce fameux réseau de recherche dont je vous ai parlé, mais qui vient d'être officialisé il y a 15 jours, mais on l'a déjà en tête depuis plus de 10 ans, en se disant finalement, il y a des sujets sur lesquels ça serait intéressant de travailler ensemble, entre sociologues, anthropologues, chimistes, médecins, etc. Et puis le kéfir était arrivé assez rapidement dans les sujets qui nous paraissaient intéressants, parce que d'une part, on se rendait compte que quand on regardait un peu les recherches sur les mots-clés dans les moteurs de recherche, kéfir, c'était de plus en plus, les gens s'intéressaient de plus en plus à la boisson. Il y avait énormément d'articles, quasiment toutes les semaines, il y avait des articles de journaux ou sur les sites web qui paraissaient sur cette boisson probiotique qui nous veut du bien, et puis tout un tas de discours qu'on entendait autour du kéfir de fruits. On se rendait compte que les chercheurs s'y intéressaient de plus en plus aussi, parce que quand on analysait le nombre de requêtes dans Web of Science, qui est un peu une base de données
Là, le graphique, c'était celui qu'on avait publié en 2017, donc mais il faudrait continuer, c'est la même tendance. On se rendait compte qu'il y avait de plus en plus d'articles de recherche sur le kéfir de lait, bien sûr, qui est plus ancien, le kéfir de fruits, et puis et aussi sur les enjeux de santé, souvent, avec les gens qui se posent des questions, finalement, c'est quoi l'importance sur la santé de ces boissons-là? Et c'est une des raisons du succès de cette boisson, et souvent le mot-clé, enfin toute la sémantique autour des bienfaits pour la santé revient dans tous les articles et toutes les recherches, tous les discours. Aujourd'hui, quand on regarde dans PubMed, qui est la base de données de référence qu'on utilise dans les laboratoires de biologie, il y a plus de 200 articles, 200, 250, avec comme mot-clé kéfir de fruits. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une petite enquête sociologique qu'on avait publiée dans un ouvrage sur le temps des aliments, la conservation, etc., avec les techniques de congélation et aussi de fermentation. Et on s'était intéressé à la manière de faire circuler en fait les ferments. Et ce qui nous a ensuite donné envie de se dire, bah, finalement, ok, ces ferments ils circulent, mais finalement, qu'est-ce qui circule? C'est quoi qui est échangé? C'est quoi le modèle qu'il y a derrière? C'est quoi les motivations des gens qui font du kéfir, qui boivent du kéfir? Et c'est quoi la recette, bien sûr? Qu'est-ce que c'est que cette boisson? Donc cette boisson, bon, bah, voilà, bah, comme vous le savez, puisque vous le faites tous les jours chez vous depuis quelques mois maintenant, et sans doute depuis bien plus longtemps pour certains et certaines d'entre vous, on fait flotter, enfin il y a des grains qui se mettent de temps en temps à flotter quand ils sont chargés en CO2, ce qui est un bon signe, hein, c'est-à-dire que la fermentation bat son plein. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde finalement, on fait une analyse que on aime beaucoup faire dans une discipline qu'on appelle la gastronomie moléculaire. Alors la gastronomie moléculaire, c'est quoi? Bah, finalement, je reprends juste la phrase de Brillat-Savarin, hein, c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, tout simplement. C'est comme la biologie qui est la connaissance du vivant, et si je fais de la biologie moléculaire, ben, j'essaye d'atteindre cette connaissance à l'échelle moléculaire. Ben, c'est ce qu'on fait en gastronomie moléculaire, c'est-à-dire qu'on va regarder des phénomènes de transformation, enfin de cuisine, de cuisson, de fermentation, éventuellement aussi s'intéresser à ce qui se passe quand on mange, hein, le goût, le métabolisme, la nutrition, et à chaque fois on va essayer de se poser des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mécanisme? C'est quoi les réactions chimiques? C'est quoi le phénomène? Etc. Et donc c'est intéressant parce que quand on regarde tout ce qui se dit dans les livres, sur les sites web, sur le kéfir, ben on voit qu'il y a plein de ce qu'on appelle des dictons, des conseils, c'est-à-dire que des phrases, des idées qui sont là pour aider à faire du kéfir. C'est-à-dire que dans une recette de cuisine, il y a ce qu'on appelle deux champs sémantiques, hein. Il y a ce qu'on appelle la définition de la recette et puis les précisions. La définition, c'est souvent, ça prend trois mots. Si je fais une compote de pommes, la définition, c'est pomme plus sucre avec cuisson. Voilà, ça prend presque une équation. Pomme plus sucre et cuisson. Là, j'ai tout dit. Ça, c'est la compote de pommes. Évidemment, il n'y a pas de bouquin de recettes comme ça. Si je veux écrire un bouquin de recettes avec une compote de pommes, je vais dire bah, prenez telles variétés, épluchez-la, mettez vos pommes dans de l'eau un peu citronnée en attendant parce que sinon elles vont noircir. Et puis après, faites fondre du sucre dans une casserole et puis ajoutez les pommes et puis mélangez un petit peu et puis éventuellement rajouter un petit peu de sucre vanillé pour le goût, etc. Donc je vais raconter comment faire la recette. Et finalement, pour le kéfir, c'est pareil. Le kéfir, je pourrais mettre l'équation, hein, tout simplement, c'est eau plus fruits frais plus fruits secs avec ferment, 48 heures fermenté. Boum, c'est fini. Ça prend une phrase. Évidemment, bah, quand on écrit un livre sur le kéfir, comme il y en a un certain nombre, je rappellerai les références à la fin, évidemment, on précise un peu tout ça. On prend le futur fermenteur par la main et lui dire bah, voilà ce que tu vas faire. Alors bah, tu vas prendre un récipient en verre. Hein. Alors, et là, il y a des conseils, surtout pas de métal. Ah bon, ok. On va mettre du sucre en poudre, blanc ou blond. Alors, et on va préciser, souvent on précise bah, non raffiné. Ah, ok. Bah, en chimie, enfin, quand on est scientifique, on se pose la question. On dit mais pourquoi? Pourquoi non raffiné? Quel est l'intérêt? On va mettre des grains de kéfir, on va mettre de l'eau, et souvent c'est précisé, hein, de source de préférence. Ah bon, alors pourquoi? Et l'eau du robinet, elle pose un problème ou pas? Alors, quand on fouille un peu, il y en a qui vont dire, bah oui, ça pose un problème parce qu'elle est riche en chlore, et alors le chlore, c'est un bactéricide. Ah bon, bah, donc ça veut dire qu'il faut faire l'expérience, il faut faire le test. On va rajouter du citron, alors il y en a qui disent bio de préférence, puis des figues ou des abricots. Ah bah, déjà, bah, on se pose la question, est-ce que ça fait une différence, abricot ou figue? Et puis, bah, bio de préférence. Ah bon, ça veut dire qu'il y a une différence entre abricots bio et pas bio? Au-delà est-ce que c'est qu'une différence au-delà enfin, due aux pesticides, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Et puis après, voilà, j'ai listé un peu différentes phrases prises par-ci par-là, de manière assez aléatoire. Voilà, on nous dit, bah, dans un récipient en verre, on fait fondre le sucre dans de l'eau de source, voilà, enfin fondre, on dissoudre. J'ai repris tel quel, hein, il faudrait dire, non pas fondre, mais il faudrait dire on dissout le sucre.
On remue avec une cuillère en bois, j'ai souligné en rouge, ce qui paraissait revenir assez souvent. On met ensuite le reste des ingrédients, on met dans un linge. Alors, et là, c'était marqué, hein, l'air doit pouvoir passer dans le récipient. Alors là, j'en connais qui vont sauter au plafond, parce que, au contraire, souvent, bah, il y en a qui disent, ben non, surtout pas, il faut être en anaérobie, surtout pas d'oxygène, donc faut fermer le bocal, quoi. Donc il y a un vrai débat. Il y en a qui disent température ambiante, ok, bon, très bien, à l'abri de la lumière. Ah bon? Alors, c'est intéressant de voir combien d'entre vous et d'entre nous laissent le kéfir sur un plan de travail et d'autres qui vont effectivement essayer de le mettre à l'abri de la lumière ou pas. Après, on nous raconte que quand les figues remontent, c'est que c'est prêt. Bon, de nouveau, on nous parle de passoire sans métal, etc. Et ça, je pourrais continuer comme ça, je vous en mets encore plein. Voilà, le citron peut être remplacé par une orange et l'agrume est toujours indispensable. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui pourrait justifier que l'agrume soit indispensable? On vous dit que surtout pas de passoire pardon, on vous dit de rincer dans une passoire en plastique, une fois de plus, hein. Ne pas donner aux enfants du kéfir ayant fermenté plus de 24 heures, en raison de sa teneur en alcool. Donc ça, c'est quelque chose, quelqu'un qui nous dit ça, il a l'air d'avoir une vraie raison. Bon. Presser le citron plutôt que l'utiliser entier, parce que celle-ci donne de l'amertume. Alors, c'est pas idiot, on peut se dire, oui, c'est vrai que dans la peau du citron, il y a ce qu'on appelle le zeste, qui est un peu amer, le côté un peu blanc, là, bon, pourquoi pas. Et de nouveau, on retrouve, voilà, préserver de la lumière, l'eau doit être une eau minérale, etc. S'il y a trop de grains, il suffoque. Le kéfir emmagasine aussi les poisons. Le kéfir constipe s'il est fermenté plus de 24 heures. Alors, il faut toujours préférer les fruits frais car ils contiennent du fructose qui est nécessaire au kéfir. C'est intéressant, c'est une vraie affirmation, ça. Est-ce que le fructose est vraiment nécessaire au kéfir? Donc, vous voyez, là, j'ai juste pris comme ça des choses que les gens racontent. Et ce que j'ai fait sur le kéfir, on pourrait le faire sur n'importe quelle recette, n'importe quelle boisson, n'importe quelle préparation. Ça a été fait beaucoup sur des préparations un peu casse-gueule comme la mayonnaise. Sur la mayonnaise, vous avez des centaines de dictons. Ah, attention, il faut que les œufs soient à température ambiante. Ah, attention, il faut remuer avec un fouet, pas avec une cuillère. Et attention, il ne faut pas s'arrêter de remuer, sinon ça retombe. Et attention, il faut que le bol soit en céramique et pas en métal, etc., etc. Donc on voit qu'il y a plein comme ça, quand on s'intéresse à la cuisine, que ce soit une fois de plus les recettes de solides, cuisine, pâtisserie ou de boisson, ben forcément on va tomber sur plein de conseils, plein de gens qui nous disent ah tu devrais faire ci, faire ça, attention, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Et ça intéresse beaucoup les scientifiques, parce que on se dit, mais c'est quoi la raison? C'est quoi l'origine de ce conseil, de ce dicton? Déjà, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que si je fais la manip, j'ai le même résultat? Est-ce que je me rends compte qu'il y a un effet ou pas? Et puis s'il y a un effet, bah, faut le comprendre. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on s'amuse, et puis en discutant aussi avec les uns et les autres, on dit, bah, tiens, toi, tu as essayé de faire ça, et alors, ça donne quoi? Bon, c'est intéressant, ou alors, bon, il se passe rien, bon, ok. Donc ça fait partie des choses voilà, sur lesquelles, bien sûr, on continue d'avancer, on travaille. Et cette boisson, ben quand même, mine de rien, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, c'est le ferment. C'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle est connue pourquoi? Parce qu'il y a cette question du ferment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce ferment, ben, c'est vrai que pour n'importe qui se lance dans le milieu, on va dire, ben, au début, voilà, on sait qu'il existe des ferments en poudre hein, qu'on peut trouver en pharmacie. Bon, je prends Yelacta parce que c'est la marque la plus connue. Mais sinon, ben, on cherche des grains. Alors, les grains, on trouve sur les bons coins. On va sur des groupes d'échange. Bon, là, je vous ai mis Kéfir, Kombucha et Jun, il y a sûrement plein d'entre vous qui sont dans ce groupe et dans d'autres groupes. Celui-là, c'est le plus important, hein, 86 000 adhérents sur Facebook. Bon, on sent bien que ça discute beaucoup, ça échange des protocoles. Parfois, ça demande des grains. Il y en a qui viennent avec nous dire, ah, je cherche des grains, j'habite à Saint-Étienne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner des grains? Donc, on voit que c'est assez facile de récupérer des grains. Et en fait, c'est même tellement facile que il y a même des sites commerciaux, hein, je vous en mets un, voilà, qui proposent des grains gratuits, hein. Et Symbiose, qui est le partenaire aussi du projet Kéfir Ensemble, bah, de temps en temps, ils ont des fournées comme ça, où ils ont des grains, et puis ils proposent des grains gratuitement, vous allez sur leur site web, et puis voilà. Et ça pose des questions en même temps, parce qu'on se dit, bah, c'est quoi cette histoire? Les gens qui débarquent dans le domaine, et les gens qui n'ont jamais fait de kéfir de leur vie, tout à coup, ah, ça m'intéresse, je vais en faire. Et puis, bah, moi, j'ai souvent ces questions-là, des gens qui m'envoient des mails en disant, mais je comprends pas, là, c'est quoi l'arnaque? Je suis tombé sur un site web qui me propose gratuitement des grains de kéfir, c'est quoi l'arnaque? Et en fait, il n'y a pas d'arnaque. Enfin, il peut y en avoir une demi, hein, comme ici sur ce site. Bon, allez, quelqu'un qui est un peu naïf, qui vient sur ce site pour se procurer des grains, il va aussi chercher, il va voir qu'il faut absolument une passoire en plastique. Il va peut-être cliquer sur la passoire à 10 euros, alors que c'est une passoire qui coûte 50 centimes hein, au départ. Bon, euh, ok, donc peut-être que le site s'y retrouve sur les accessoires qui vont réussir à vendre en même temps. Mais il y a aussi le fait qu'on se rend compte, dans les enquêtes de sociologie, bah, qu'en fait, de beaucoup de gens qui font du kéfir sont aussi des gens qui achètent du kéfir. Il y a les deux, c'est-à-dire que souvent on aime bien en faire soi-même, et puis de temps en temps, bah tiens, l'autre fois j'ai goûté le kéfir au pamplemousse de telle marque, je le trouve bon,
Bon, bah, chez moi, je vais pas me faire 15 kéfirs différents, j'en fais un que j'entretiens. De temps en temps, dans mon frigo, je garde des bouteilles de kéfir à l'hibiscus, aux fruits de la passion, ce que je veux, parce que voilà, et la plupart des consommateurs achètent et font leur kéfir, donc c'est tout à fait cohérent. Après, les grands enjeux et sur lesquels on revient tout le temps, et ça c'est pareil, quand on passe un peu de temps, comme j'imagine plus ou moins la plupart d'entre vous, c'est de se dire bah, la question qui revient, la question sempiternelle énigme de l'origine du kéfir, et avec plein de fantasmes, hein, avec plein d'histoires, plein de fables, j'aurais presque imaginé. Or, on revient toujours à la même chose, hein, les premières traces tangibles pour le kéfir de fruits, 1899, c'est quand même l'année où on a à la fois un article de vulgarisation dans Le Petit Parisien qui nous raconte l'histoire de ces soldats sur le front qui auraient mis des grains de kéfir, sans doute de lait. C'est ce qu'on comprend dans une boisson sucrée, puis que c'est sans doute peut-être, c'est une hypothèse, ça aurait donné naissance au kéfir de fruits. C'est la même année que paraît la première étude scientifique en français de l'Université de Paris 5, hein, université de pharmacie, qui décrit justement la microbiologie de ce ferment avec ces espèces de lactobacilles, Typhiranofaciens et autres. Mais ce qui est fascinant, c'est que finalement, et ça vous avez sûrement vu et lu les nombreux articles qui sont sortis il y a 2 semaines maintenant, et vous avez reconnu, puisque Marie-Claire Frédéric vous avez montré cette momie, fameuse momie qui fait partie d'un site archéologique sur le territoire ouïghour en Chine, donc un site difficilement accessible, mais qui est fouillé depuis un peu plus de 20 ans par les équipes de chercheurs et de paléontologues chinois, et d'archéologues, pardon, parce qu'on paléontologue, faut pas exagérer, on est à 3500 ans à peu près, entre 3800 ans et 3500 ans, où bah, voilà, Marie-Claire avait rappelé que c'est sur cette momie qu'a été retrouvé le plus vieux fromage du monde. C'est-à-dire que dans le collier de la momie, effectivement, il y a un cahier laitier. Et déjà, il y a une dizaine d'années, un article était paru d'analyse qu'on appelle de protéomique, c'est-à-dire qu'en analysant les protéines de ce cahier laitier, les chercheurs avaient pu prouver que c'était du lait de vache et du lait de brebis, hein, qui n'étaient pas mélangés d'ailleurs. Dans certaines parties du collier, c'est du lait de vache et d'autres, c'est du lait de brebis, et avec des ferments lactiques. Mais voilà, donc ils pouvaient juste démontrer que c'était un cahier laitier, c'était un fromage ancestral. Sans doute, avec les peptides qu'ils avaient retrouvés, ils avaient dit ben, ça ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant lactobacille, képhirinofaciens et d'autres qu'on retrouve dans les kéfirs de lait d'aujourd'hui. Donc c'était dit que ben, voilà, c'est le plus vieux fromage, il se trouve que c'est un kéfir. Et ce qu'ont fait les scientifiques il y a 15 jours, une nouvelle étude publiée dans Cell, à partir des mêmes échantillons, ils ont réussi, après 5-6 ans de travail acharné, à fabriquer des sondes d'ADN qui ont été à la pêche à l'ADN ancien, parce que c'est quand même un ADN qui a 3500 ans, et voilà, c'est parce qu'on est à 1500 ans avant Jésus-Christ à peu près sur ces traces de kéfir. Et en allant à la pêche à l'ADN ancien, ils ont réussi à prouver, cette fois-ci à travers l'ADN et non pas à travers les protéines, qu'effectivement il s'agissait donc de fromage de vache et de brebis, et ils ont identifié une dizaine d'espèces qu'ils ont reconnues, qui sont des souches de lactobacilles, et ce qui est très intéressant, et là où ça va très loin dans leur étude, et ce qui va nous ramener à des thématiques d'aujourd'hui, c'est qu'en même temps, ils ont montré que enfin, deux choses fascinantes sur ces souches de kéfir historiques. C'est que, d'une part, il y avait manifestement deux grands foyers de domestication et de circulation de ce ferment, celui qui vient du Caucase, comme on a toujours dit, un Caucase Nord, puis après qui est parti vers l'Europe, et puis un autre qui est plus ou moins resté au niveau de l'Asie, Asie mineure, Asie centrale, parce que c'est pas les mêmes mutations, donc il n'a pas circulé de la même manière, mais il y a peut-être eu deux domestications indépendantes, ou alors une qui a donné naissance à ces deux-là, et qu'on retrouvera peut-être dans d'autres chantiers de fouilles, où on trouvera peut-être un ancêtre commun à ces deux voies de circulation du kéfir, encore plus vieux. Donc première chose, hein, il y a des voies de circulation qui sont assez intéressantes. En tout cas, ça se passe de ce côté-là, Asie mineure, Caucase. Et puis, et vraiment fascinant, ben, en analysant les mutations justement d'une espèce majoritaire, toujours ce fameux Lactobacillus képhirinofaciens, ils ont montré qu'il y avait des mutations qui étaient avantageuses pour la digestion humaine. C'est-à-dire qu'il y avait eu sans doute ce qu'on appelle un transfert de gènes horizontal. À force de ces peuplades semi-nomades, à force qu'elles fabriquent, qu'elles entretiennent des kéfirs, elles avaient sans doute, de manière totalement empirique, sélectionné
des souches de kéfir qui leur faisaient plus de bien que d'autres, qui se digéraient mieux, voilà, qui leur apportaient du bien-être. Et donc, il y avait une coévolution de certaines souches du fait de leur entretien par l'humain. Donc, c'est vraiment ce que l'on appelle aujourd'hui une domestication. C'est-à-dire qu'il y a 3500 ans, nos ancêtres, enfin, il y a 10 000 ans, ils ont domestiqué les animaux pour faire de l'élevage et les céréales et les légumineuses pour faire de l'agriculture. Mais ils ont sans doute petit à petit aussi domestiqué les ferments, domestiqué les levures et les bactéries qui nous entourent pour essayer de sélectionner celles qui produisent des aliments qui nous conviennent le mieux. Et c'est assez fascinant. Et finalement, on est dans la même logique que ceux qui aujourd'hui nous parlent de kéfir ENA, dont vous avez sûrement entendu parler, parce que c'est une souche particulière qui circule de main en main avec cette idée qu'elle elle a des avantages sur un certain nombre de pathologies. Et donc, elle est sans doute, le fait qu'elle ait cette réputation participe à sa circulation. Tout comme, il y a 3500 ans, sans doute, ces paysans qui avaient cette souche avec ces mutations grosso modo, ces mutations qui concernent des gènes qui sont plutôt pro-inflammatoires dans le côlon, et ces gènes ont été mutés, donc ils ont perdu le côté inflammatoire, donc c'est plutôt bénéfique. Et sans doute, ce ferment a circulé, un peu comme la souche ENA d'aujourd'hui, c'était la ENA d'il y a 3500 ans, en disant, bah, tiens, tu vois, celle-là, elle me fait plus de bien que l'une autre. Et le gros point d'interrogation qui reste fascinant, c'est de dire, bah, finalement, comment est-ce qu'on est arrivé entre cette souche, à minima, on sait qu'elle existait, et puis aujourd'hui, les souches, enfin aujourd'hui, 3500 ans plus tard, les souches qu'on retrouve sur le front des soldats et qui vont être mises dans de l'eau sucrée. Est-ce que c'est ça la phylogénie? La question est posée. Parce que, parce que l'énigme aussi qui nous a emmenés gentiment vers ce projet de Kéfir Ensemble, c'est de voir l'incroyable biodiversité des kéfirs aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a commencé à constituer la kéfirothèque, il y a 6-7 ans, on a rassemblé des centaines de souches, puis on a commencé à les analyser, aussi en collaboration avec l'INRAE, en disant, mais finalement, quand on regarde le génome un peu grossièrement, là je vous mets juste les couleurs des grandes familles, juste en regardant les couleurs, sans rentrer dans le détail, on avait publié cette petite revue dans une grosse encyclopédie qui s'appelle le Handbook of Molecular Gastronomy, hein, vous voyez, elle est là, la gastronomie moléculaire, qui consiste à essayer de comprendre à l'échelle moléculaire tout ce qui se passe en cuisine et dans les boissons. Donc c'est un gros bouquin de 1000 pages, hein, c'est un bouquin de recherche. Essayez pas, enfin, vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais il coûte 400 € et il fait 1000 pages d'équations et de schémas scientifiques que j'ai édité avec Hervétis et puis deux chercheurs irlandais. Et justement, on a glissé dedans 2-3 pages sur la microbiologie du kéfir. Et juste en regardant les couleurs, voilà, sans être un grand microbiologiste, on voit que les couleurs sont très différentes d'un kéfir à l'autre. Là, c'est juste une dizaine de kéfirs. Donc ça veut dire que le kéfir, comment le définir? On met des grains dans de l'eau sucrée, mais en fait, ces grains peuvent contenir des espèces très différentes. Et la boisson elle-même va stabiliser des espèces qui sont éventuellement, dont les proportions ne sont pas les mêmes que dans le grain. Donc en fait, on a un espèce de flou sur ce qu'est le kéfir, d'où tous les débats hein, qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce que ta souche va dévier. Et c'est aussi toutes ces discussions autour de la capacité d'une souche à dévier, à capturer son environnement, suivant les conditions de culture, aérobie, anaérobie, à la lumière, pas à la lumière, etc. On s'est dit, finalement, hein, le projet Kéfir Ensemble, il est né de cette idée de se dire, si je prends une souche dont on connaît parfaitement la composition, s'il y a 1000 personnes qui la cultivent chez eux pendant un an, est-ce que ça va être suffisant pour générer de la biodiversité finalement? Est-ce que toutes ces petites différences qu'on va avoir entre les uns et les autres dans la manière d'entretenir le kéfir va permettre de générer de nouveau de la biodiversité? Et ça, c'est une vraie question. C'est une question qui reste ouverte. Ça fait partie des questions à laquelle on espère pouvoir répondre à la fin du projet Kéfir Ensemble, bien entendu. Et ça m'amène sur cette dernière diapo, hein, c'est la dernière, enfin l'avant-dernière avec celle de conclusion, que dire finalement, aujourd'hui on se retrouve dans un scénario où de plus en plus de gens font leur kéfir, de plus en plus d'entreprises, là je vous mets l'exemple de tout ce qu'on va trouver en France avec une dizaine de producteurs dont vous connaissez les noms, hein. Il y a le Labo du Moulin, Symbiose, l'Atelier du Kéfir, l'Atelier du Ferment, etc., Loki, Karma, etc. Bon, tous ceux qui s'intéressent un peu au kéfir connaissent ces bouteilles. Et il se passe quelque chose parce que à partir du moment où une boisson, il y a un engouement qui se fait, la boisson commence à prendre de la place, et arrive une problématique sur laquelle on est en train de travailler avec l'ensemble des producteurs, qui est de se dire que finalement la DGCCRF commence à s'intéresser au domaine. Et c'est très intéressant quand on s'intéresse aux droits de l'alimentation et aux questions juridiques, c'est-à-dire finalement le kéfir de fruits, il n'est pas défini.
Ce qui est défini dans ce qui fait office de loi européenne, ce qu'on appelle le Codex Alimentarius, définit le kéfir de lait, le descendant de ces momies chinoises, là, il y a 3500 ans. Bon, ce kéfir de lait, qui effectivement est très populaire dans le Caucase, fait qu'il y a des grandes commercialisations, il y a des usines qui existent et qui font du kéfir de lait qui est surtout consommé justement dans les pays de l'Est, notamment en Russie. Bon. Et donc et puis en Europe de l'Est. Donc il est rentré au Codex Alimentarius. Mais évidemment, le kéfir de fruits n'est pas au codex. Or, le kéfir de fruits, il est tout aussi légitime, parce que c'est aussi des grains qu'on met. Donc comme c'est des grains, c'est la définition effectivement de la manière particulière qu'on a de faire du kéfir, c'est qu'on met des grains à fermenter. Peut-être que ce kéfir de fruits est lui-même en fait un descendant du kéfir de lait. Mais en tout cas, c'est du kéfir, indiscutablement. C'est pas une limonade, c'est pas une bière, c'est un kéfir. Mais la DGCCRF n'a toujours pas compris le truc. Et attaque les uns après les autres les producteurs en disant ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de l'appeler kéfir parce qu'il n'y a pas de lait dedans. Exactement comme tous les laits végétaux se sont fait attaquer en mode votre lait d'amande, vous n'avez pas le droit d'appeler lait parce que c'est pas du lait, c'est un jus d'amande. Et au début, ils avaient perdu, et là maintenant, la législation, comme si vous suivez l'actualité, hein, la réglementation européenne a, comment dirais-je, débouté la justice française sur ces questions-là et a réautorisé l'utilisation du lait, en tout cas pour les laits d'amande et les laits de soja. Et puis pour la filière viande, c'est pareil, il y avait un grand débat sur ce qu'on peut appeler un steak de soja un steak. Et il semblerait, alors la loi avait dit que non, puis finalement, voilà, il semblerait que l'Europe l'autorise, et oui, on va sans doute pouvoir continuer à appeler steak de soja un steak. Et donc le débat sur le kéfir, il est là. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer de notre plein droit de continuer d'appeler kéfir de fruits, ce qui est indiscutablement du kéfir de fruits, et comment est-ce qu'on va convaincre ces gens dans les hautes sphères de Bercy qu'ils n'ont rien compris au kéfir et que voilà, que c'est pas une limonade, c'est bel et bien un kéfir. Donc pour prolonger, voilà, si vous voulez continuer à lire un peu, à vous documenter, bien sûr, il y a des tas de livres très bien écrits, bon, celui de Marie-Claire, celui de Camille Auger, celui de Sander Katz qui est très connu, celui de Noma, que tous les chefs ont entre les mains, bien sûr, de René Redzepi, qui explique comment utiliser la fermentation en cuisine. Vous avez bien sûr des livres qui, plus spécifiquement, et vous les connaissez sans doute pour un certain nombre d'entre eux, voilà, qui s'intéressent au kéfir et kombucha. Et voilà. Et moi, de manière générale, je m'amuse aussi à écrire des bouquins de temps en temps, ou à préfacer, hein, le kéfir, celui-là, je l'ai préfacé. Puis dans celui-là, avec Jean-Baptiste, on a écrit quelques parties. Mais sinon, voilà, je vous parle du cerveau, parce que quand on mange, il se passe des trucs dans la tête. J'aime bien parler de ce qui se passe dans l'assiette. Dernièrement, j'ai publié un bouquin sur les fermentations historiques, encore plus anciennes que le kéfir de lait. En l'occurrence, c'est le vin georgien, qui a, semble-t-il, 8000 ans. Donc c'était encore avant le kéfir, ou en tout cas au même moment. Et puis ne pas oublier qu'au muséum, on aime beaucoup aussi communiquer de manière interactive. Donc on a un site web, hein, qui s'appelle l'alimentation en question, sur lesquels on essaye enfin quand je dis on, je m'occupe un peu de ce site-là. On essaye de répondre aux questions des gens, voilà, qui envoient leurs questions au muséum et sur l'alimentation, et on essaye d'y répondre quand on peut. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de questions, ça tombe bien, je vais pouvoir départager mon écran pour pouvoir répondre à vos questions, ou essayer en tout cas. Merci beaucoup à toi, Christophe, pour cette présentation. Alors, du coup, pour les questions, si je reprends un petit peu ce qui a été posé au départ, alors il y avait une question qui concerne ta diapo fermentation avec les transformations du sucre, d'alcool Hmm. en acide acétique. Pourquoi le but du jeu est de fabriquer de l'énergie et quelle est cette énergie produite? De la chaleur, Parce que point le d'interrogation. processus lui-même de fermentation, c'est un processus qui est apparu dans l'évolution très tôt. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est apparu en premier, la respiration ou la fermentation? C'est sans doute la fermentation, parce que pour la respiration, justement, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Et donc c'est un processus métabolique qui est vraiment le parallèle, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un processus qui s'est installé dans le vivant, dans les cellules primordiales, pour permettre à la cellule de fabriquer son énergie. C'est le réacteur de la cellule, la fermentation. Tous les organismes vivants ont besoin d'énergie, cette énergie, il faut la fabriquer. Donc, il y a bien sûr voilà, enfin, les organismes qui vont être capables de récupérer l'énergie solaire pour fabriquer de la matière. Bon, ça, c'est la photosynthèse. Mais il faut aussi être capable, en tant qu'organisme, de faire un peu l'inverse, d'utiliser des nutriments pour fabriquer de l'énergie. Et donc, c'est vraiment un processus fondamental que nous avons nous-mêmes dans notre corps aujourd'hui.
la moindre contraction musculaire repose sur de la fermentation. C'est-à-dire que nos cellules musculaires vont en fait fermenter pour pouvoir contracter le muscle. Donc c'est vraiment un processus métabolique, et il se trouve que ce processus très général, qui est apparu très tôt dans l'évolution, qui permet de fournir de l'énergie à la cellule, eh ben, aujourd'hui, et non pas détourné, mais en fait, en utilisant ce processus métabolique, on se rend compte qu'on peut fabriquer des aliments en fait qui sont des espèces de produits, de coproduits de la fermentation. C'est-à-dire que les bactéries, elles font leur vie, elles ne pensent pas à nous, hein, ne faisons pas d'anthropomorphisme. Donc les bactéries font leur vie, et il se trouve qu'en faisant leur vie sur un substrat sucré, bah, elles changent le milieu, juste en faisant leur vie et en produisant leur énergie pour se multiplier. Et puis nous, si on mange ce milieu, on mange le milieu de culture, bah, ça peut être un aliment. Donc si ce milieu de culture, voilà, je prends des carottes avec un peu de sel, et puis les bactéries lactiques font leur vie, elles fabriquent leur énergie pour survivre, pour se développer, et puis moi après je mange tout ça, bah, c'est des carottes lacto-fermentées, je trouve ça bon et c'est un aliment. Donc la fermentation telle qu'on l'entend en cuisine, c'est rien d'autre que des produits transformés par ce processus métabolique fondamental du vivant. Alors ensuite, il y avait alors une petite question sur la lyophilisation du que ce soit kéfir de lait ou kéfir d'eau. Est-ce qu'il y a une déperdition en qualité des composants lorsqu'on Oui, alors lyophilisent, c'est une grande question. Alors, voilà. pendant que j'y pense, avant de répondre à cette question, tout à coup, je viens de penser, ma réponse était incomplète par rapport à la fermentation, parce que les bactéries levures fabriquent donc de l'énergie, mais aussi des produits secondaires dont un bon nombre sont des poisons pour leurs concurrentes. Et ça, c'est très important de le mentionner. C'est-à-dire que quand une levure fermente, elle fabrique de l'alcool. Et l'avantage de fabriquer de l'alcool, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne vont pas supporter l'alcool. Et donc c'est aussi, dans cette sélection du vivant, comme je vous parlais de sélection de processus, une manière qu'ont trouvé les organismes vivants de se protéger de leurs concurrents. Et c'est aussi pour ça que les bactéries acétiques et lactiques fabriquent de l'acide lactique et acétique pour en fait tuer les espèces environnantes qui ne supportent pas cette acidité. Donc c'est aussi ça qui est fondamental si je me place du point de vue de l'espèce qui fermente, elle fermente pour se faire de l'énergie et aussi pour tuer la concurrence autour d'elle. Voilà. J'ai oublié de mentionner cet aspect fondamental, parce que dans la production de la boisson, ben, c'est ça qui va aussi changer totalement le goût de la boisson ou de la choucroute. Pour la lyophilisation, donc, c'est un grand débat. D'un point de vue conservation, c'est imbattable en termes de durée de vie. C'est-à-dire qu'un aliment lyophilisé, au sens large, c'est quasiment des durées de vie infinies. D'où l'idée de dire, bah, le grain, je ne sais pas trop quoi en faire, là je pars en vacances 2 mois, qu'est-ce que j'en fais? Ah tiens, si je le... Alors lyophilisé à la maison, c'est-à-dire que juste on va le laisser sécher, est-ce que ça me permettra de retrouver un kéfir derrière? Alors il y a deux réponses à ça. La question de dire, est-ce que si je le lyophilise, je peux refaire un kéfir 6 mois plus tard? La réponse est oui. La plupart du temps, et tous ceux qui ont essayé, vous laissez sécher vos grains, vous les stockez à température ambiante pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, vous les ressortez, vous les mettez vous relancez une fermentation. En général, la première est un peu poussive, parce que, bah, mine de rien, les grains, ils ont dormi pendant 6 mois, donc il va falloir les réveiller doucement. Donc la première fermentation est un peu lente, puis après, petit à petit, ça revient et ça repart. Donc la question, est-ce qu'on refait du kéfir? La réponse est oui. Par contre, ça reste une interrogation, est-ce que le kéfir qu'on refait est le même? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette étape de lyophilisation n'a pas perturbé l'équilibre microbien? Est-ce qu'il n'y a pas des bactéries qui sont réellement mortes et d'autres qui ont survécu? En fait, on va sélectionner certaines espèces, et donc on va créer une souche qui va dévier de la première et qui n'aura pas la même biodiversité. Et c'est une question ouverte, et la réponse est sans doute, dans un certain cas de figure, oui, c'est effectivement, il y a des chances pour que l'étape de lyophilisation perturbe l'équilibre microbien. Après, on ne sait pas si cet équilibre, en termes de robustesse, pour utiliser un mot de la biologie, on ne sait pas si à force de remettre en fermentation sur le long terme, la souche ne va pas réatteindre son équilibre initial, ou si elle va continuer à être différente ou pas. Donc ça fait partie des axes de recherche que l'on doit mener, de se dire effectivement, voilà, à quel point ce processus physique de séchage et ou de lyophilisation, si vraiment on fait ça en conditions de laboratoire, perturbe l'équilibre microbien. Ça reste une question ouverte. On a aussi une petite question sur la différence entre yaourt, lait ribot, kéfir de lait. La différence, elle est codifiée au Codex Alimentarius, puisque justement, ça correspond à des processus et surtout des ferments différents. Donc le yaourt, c'est très précis, effectivement, c'est des bactéries mésophiles, et donc un streptocoque et puis un lactobacille. Et pour le léribo, c'est d'autres espèces que j'ai plus en tête, mais voilà, c'est d'autres espèces microbiennes qui vont donner ce côté un pétillant et acide un peu particulier qu'on va trouver dans le léribo. Pareil pour les labnés, pareil pour les autres laits fermentés, les coumis et autres.
C'est une microbiologie qui à chaque fois est très particulière. Et l'ensemencement est assez simple. C'est un peu enfin, l'histoire la poule et l'œuf, hein. C'est-à-dire que pour fabriquer un coumyce, il faut que j'ai un coumyce. Et j'ensemence mon lait avec du lait de coumyce, enfin, avec mon ferment, et puis du coup, ça me donne pareil avec du lait ribot, pareil avec du Matsoni, pour ceux qui voyagent un peu en Géorgie. Le yaourt là-bas n'existe pas. Ils ont du Matsoni. C'est un yaourt un peu crémeux comme ça, et c'est ensemencé, c'est des bactéries spécifiques à l'écosystème local, et qui fait qu'on reproduit en fait cet écosystème. Donc voilà un peu toute la famille des ferments laitiers. Souvent, c'est des différences des espèces en présence, bien sûr, et qui vont faire la typicité du produit. Alors, il y a une petite question qui avait été posée en début de session et qui est revenue. Donc, bonsoir Christophe, comment le ou les kéfirs passent-ils la barrière acide de l'estomac? Ah, eh ben alors ça, c'est une excellente question, tellement excellente que la plupart enfin, effectivement, je veux dire, la plupart des labos, on n'est pas si nombreux que ça à s'intéresser à la question. C'est la question de la famille probiotique. C'est-à-dire que quand on veut répondre à la question est-ce que oui et non, comme on le dit partout, le kéfir est un probiotique, le dire justement correspond à considérer que, comme vous venez de le mentionner dans la question, les espèces, au moins un certain nombre d'espèces présentes dans le kéfir sont capables de passer la barrière acide de l'estomac. Et ça, à l'heure actuelle, on ne le sait pas, hein, sur l'humain, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont les espèces du kéfir, ou pareil pour le kombucha, qui survivent au passage dans l'estomac. Ceci étant, on est dans une boisson qui est déjà quand même très acide, hein, on peut descendre à des pH 2,5-3. Soit c'est moins que les 1,7 ou 8 de l'estomac, mais il est raisonnable que des bactéries acidophiles comme celles qu'on cultive dans les kéfirs et les kombucha soient aptes, à minima, ou un certain nombre d'entre elles, à survivre à l'estomac. Et ce qui veut dire que potentiellement, on peut s'attendre effectivement. Et le fait est qu'il y a quand même dans notre microbiote intestinal un certain nombre de lactobacilles qui arrivent de manière ou d'une autre par notre alimentation aussi, qui après sont entretenus par des prébiotiques dans notre côlon. Mais ça reste un grand débat de se dire finalement, dans l'effet, comme on parle beaucoup des effets bénéfiques du kéfir et du kombucha sur la santé, est-ce que ces effets sont avant tout dus à la partie probiotique de ces boissons, c'est-à-dire le côté vivant, ou dû à la partie fermentaire, donc prébiotique de ces boissons? Est-ce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas juste d'avoir une fermentation qui a lieu, où on génère des composés, et après, c'est ces composés qui vont être ingérés, qui vont avoir un effet sur la santé, plus que les espèces vivantes en tant que telles. Et ça, tant qu'on n'aura pas les études de cohorte, les études cliniques, études d'intervention avec consommateurs de kéfir versus placebo sur des cohortes humaines, on n'aura pas la réponse. On peut avoir des idées de réponse avec des systèmes de digestion in vitro, etc., mais on n'aura pas la vraie réponse qu'on attend sur ces thématiques-là, de savoir une cohorte humaine avec analyse du métabolisme, des marqueurs sanguins, marqueurs urinaires, microbiote intestinal, etc. Et donc ça fait partie bien sûr des projets qu'on a en tête avec d'autres pour lancer ce type de cohorte. Mais ça prend du temps, et donc il va falloir encore être un petit peu patient pour ça. Alors, une petite question un peu plus cuisine sur le fromage de kéfir, donc fait à Oui, partir de kéfir de lait. Donc, un participant a testé, a fait l'expérience. La question, c'était juste combien de temps on peut laisser vieillir un kéfir de lait? Parce qu'apparemment, 3500 ans, 3500 ans minimum. Parce que, alors, trêve de plaisanterie, en fait, effectivement, le kéfir de lait, quand on fait un fromage de kéfir, bon, c'est juste un cahier laitier qu'on va essorer, effectivement, quoi, une technique fromagère classique. D'ailleurs, hein, pour l'anecdote, quand on parle des plus vieux fromages du monde, là, ce kéfir, c'est le plus vieux fromage identifié en tant que tel grâce à l'ADN et aux protéines. On peut remonter plus loin, quand on fait de l'archéologie, on a des traces de faisselles, enfin de faisselles, pardon, de vaisselle, donc de récipients troués, qui sans doute étaient utilisés pour faire de la faisselle, donc pour faire des cahiers laitiers, et c'est corroboré par l'analyse des acides gras qu'on trouve qui sont des acides gras laitiers. Donc on a des preuves indirectes que le fromage, enfin, l'idée de faire fermenter du lait pour faire du fromage a sans doute peut-être presque 10 000 ans. Grosso modo, elle serait née à peu près en même temps que l'élevage. À partir du moment où on est capable de faire de l'élevage, on est capable de traire les bestioles, parce que les bestioles sauvages, elles se laissent pas traire. Donc il faut attendre de les domestiquer, on peut les traire, on a du lait. Et sans doute, assez rapidement, d'un point de vue empirique, nos ancêtres se sont rendus compte que le lait fermenté était beaucoup plus digeste, parce que moins riche en lactose, et bref, des choses qu'on étudie beaucoup au musée de l'homme, ça. Qui est une composante du muséum, celle qui est au Trocadéro. Et donc, voilà, sur cette question-là, eh ben, une fois qu'on a un fromage, normalement, on a quelque chose, un substrat qui a été colonisé par des bactéries spécifiques et qui
officiellement, n'a pas de date de péremption, hein. Un fromage n'a pas de date de péremption. On peut, chez certains fromagers, trouver des comtés affinés 3, 4, 5 ans. Des fromages de chèvre, j'avais un fromager qui faisait ça en Bretagne, il faisait des fromages de chèvre qui gardaient 10 ans. Et donc c'était comme des cailloux, hein, comme il y avait de l'évaporation. Après, ils sont très très durs. Mais on pouvait les râper, ça fait des copeaux. Et en fait, officiellement, il n'y a pas de date de péremption sur les fromages. Et pour avoir pas mal voyagé, y compris au Bhoutan d'ailleurs, ils font du fromage de yak là-bas, ils vous sortent des fromages qui ont des années et personne n'est malade. Donc parce qu'on a un substrat justement qui est de cette manière colonisé par un ensemble de bactéries qui ont pris toute la place, et qui sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes et qui ont créé un environnement autour d'elles qui justement sécurise d'une certaine manière la contamination par des bactéries pathogènes. Alors quand je dis d'une certaine manière, ce qui est intéressant justement quand même dans ce papier avec un kéfir vieux de 3500 ans, dans les nombreuses espèces identifiées par les chercheurs chinois en faisant la génomique de l'ADN ancien, une grande majorité des espèces sont des espèces contaminantes, bien sûr, qu'on qualifierait aujourd'hui, comme on dit en anglais, de spoilage, c'est-à-dire des espèces qu'on n'a pas envie de trouver sur un fromage, pas forcément pathogènes, mais qui vont plutôt gâter le fromage. Bon, alors au bout de 3500 ans, on comprend qu'effectivement, bon, le système fromage de kéfir a montré ses limites, et il y a un moment, il a sans doute fini quand même par se faire contaminer, et il est peut-être pas forcément comestible. Alors c'est difficile de savoir, parce que vu qu'il y en a 3 grammes, et qu'un truc vieux de 3500 ans, personne ne va le bouffer quand même, ce serait dommage que la manip s'arrête. Mais voilà, a priori, hein, il y a la réponse à ça, c'est que d'un point de vue empirique, hein, il y a pas de date de péremption sur les fromages, donc on peut conserver tant qu'on veut un fromage que l'on fait. Après, forcément, c'est un petit peu assez risque et péril, d'une certaine manière, hein. Bon, chacun met son curseur là où il estime raisonnable de consommer ou pas un produit qu'il a fabriqué lui-même. Mais voilà, il n'y a pas de réponse absolue par rapport à ça. Si on veut une réponse, bien sûr, l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle envoie des échantillons régulièrement à analyser dans des labos type Eurofins et autres, où bah, voilà, on fait des études de shelf lives, comme on dit en anglais, je sais pas quelle est de vie de merde, vie sur l'étagère. Merde, je trouve pas la traduction rigoureuse. Mais bref, combien de temps on peut garder l'aliment comme ça et en faisant des analyses jusqu'à ce qu'on trouve éventuellement la présence d'une espèce. On dit oula, celle-là, c'est pas une bonne idée. Mais donc il n'y a pas de réponse absolue, hein, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà, DLUO, merci, effectivement. Mais c'est pas exactement. Oui, c'est DLUO, oui, date limite effectivement d'utilisation optimale. Donc, parce que voilà, comme vous savez, dans les aliments, il y a les deux. Il y a DLC, DLUO. Donc DLC, date limite de consommation. Donc là, faut pas rigoler. On risque de s'empoisonner. Et puis DLUO, c'est utilisation optimale, ce qu'on va trouver sur les fromages, hein. C'est-à-dire que grosso modo, on peut le consommer quand on veut. Et après, il va peut-être perdre un peu de son goût. Il va peut-être avoir quelques moisissures qui vont s'installer, qui sont pas celles d'origine. Mais normalement, il n'y a pas de danger, quoi. On va prendre une dernière question. Peut-on faire du kéfir de lait à partir de grains de kéfir de fruits? Très bonne question, et réciproquement d'ailleurs, finalement. Alors, j'ai pas essayé. Euh, si on en croit l'expérience du petit soldat 1899, donc c'était le kéfir de lait, sans doute, qui aurait été mis dans de l'eau sucrée, donc aurait fini par dévier en kéfir de fruits. Le fait est que dans les deux espèces, effectivement, on a des espèces communes. On a dans les cas de figure des levures et des bactéries lactiques et des levures donc qui sont voilà, qui sans être les mêmes, peuvent appartenir à la même famille. Ce qui semblerait quand même dans les personnes qui ont essayé, il y a sûrement des commentaires là-dessus, c'est que la première fermentation, il peut se passer quelque chose, parce qu'il y a une petite fermentation qui va quand même avoir lieu, mais qui va être beaucoup moins efficace, pour la bonne raison, c'est que le système lui-même, l'écosystème grain de kéfir, est adapté à son milieu. Il coévolue avec son milieu. Donc un kéfir de fruits se stabilise dans un milieu eau sucré avec des nutriments qui viennent de fruits, donc du fructose, effectivement, des minéraux, etc. Et le kéfir de lait est un grain qui s'est stabilisé dans un écosystème dans lequel il y a du lactose et il y a tout ça. Donc, il est fort à parier que ça risque d'être poussif quand même. Mais voilà, il y a quand même des témoignages, personnes qui m'ont dit, ben, j'ai réussi à transformer moi-même un kéfir de lait en kéfir de fruits. Dans l'autre sens, je n'ai jamais vu de témoignage là-dessus, mais il faudrait typiquement faire l'expérience, voir si on arrive à stabiliser, à faire évoluer la communauté d'un kéfir de fruits vers un kéfir de lait. Ça serait intéressant, mais voilà, ça prend surtout un petit peu de temps pour faire évoluer la communauté.
Mais voilà, j'ai pas la réponse donc par rapport à ça. Enfin, sur le passage, les fruits, sans doute ça se fait, et plusieurs témoignages, et puis c'est peut-être ça l'origine du kéfir de fruits. Dans l'autre sens, je sais pas. Et juste, on peut finir sur manger des grains est-il bon pour la santé? Eh ben, alors c'est pareil, manger des grains est-il bon pour la santé? A priori, comme bouffer des mers de kombucha, comme j'ai montré tout à l'heure, sur ce que font certains chefs, ça apporte un shoot certain de bactéries de levure vivante, dont une bonne partie va sans doute pouvoir passer la barrière stomacale, et sans doute d'ailleurs aidée par la constitution du grain, c'est-à-dire que les bactéries qui vont être à l'intérieur du grain vont sans doute être sacrément protégées. Donc il est possible qu'il y ait un effet probiotique qui soit bien supérieur, non seulement du fait de la présence, de la concentration en espèces vivantes, mais aussi du fait de leur protection dans le grain par rapport à la boisson. Mais là encore, tant qu'on n'aura pas mesuré ça sur un patient, sur un cobaye humain, qui voudra bien manger 10 grammes de grains par jour pendant 3 semaines, et qu'après on voit ce que ça fait à son microbiote, on n'aura pas la réponse. Donc il va falloir qu'on constitue une cohorte et qu'on fasse manger des grains à des patients. Enfin, pardon, pas des patients, tout de suite les mots médicaux, donc à des volontaires. Mais Eh ça bien, sera fait, ça sera fait, il faudra, parce que finalement ces grains, c'est quand même dommage. Si jamais c'est bénéfique pour la santé, c'est tellement dommage de les jeter, alors il faudra que tout le monde se mette à les bouffer, ces grains. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui donnent, alors, et ça par contre, ça a été mesuré, un effet bénéfique, des gens qui donnent ça à leurs poules, et ils trouvent que, alors c'est du témoignage, hein, ils trouvent que ça fait du bien à leurs poules, ou sinon, moi j'ai parlé à des éleveurs qui donnent à manger à leurs agneaux, notamment, des grains de kéfir de lait. Et ils trouvent qu'ils sont plutôt en meilleure santé au niveau du système immunitaire, ils sont plus résistants aux maladies, etc. Donc il y a des choses qui sont faites. Voilà, il se passe sûrement quelque chose, mais qu'il va falloir décortiquer. eh bien, merci Christophe pour, voilà, pour cette présentation. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Le prochain, donc vous allez avoir un mail bientôt, aura lieu le 13 novembre et ce sera avec Sylvie Binda, qui est vice-présidente recherche et développement de l'Allemand Health Solutions, qui nous parlera plus santé et ferment, mais nous vous donnerons toutes les infos. Et le 11 décembre, du coup, ce sera plutôt l'équipe Kéfir Ensemble qui vous parlera un petit peu de ce qu'on fait au laboratoire et de ce qu'on fait avec vos grains qui arrivent. On est à peu près à 350 échantillons, 50 cycles qui sont arrivés, une quarantaine de participants qui ont fini le challenge. Donc, on vous en dira un petit peu plus au mois de décembre. Voilà, bah merci à tous et puis bonne soirée. Merci. Merci.